moi j'ai vu et j'ai vécu avec des personnes qui ont été torturées physiquement. J'ai vu les dos de certains de mes codétenus lacérés par 80, 100 coups de fouet. J'ai entendu les récits de personnes qui ont eu des kilos pendus sur le sexe. Voilà. C'est l'histoire d'un rêve d'ailleurs, stoppé net par la raison d'État. Il traverse la ville, il traverse l'Asie en van, il filme, il explore, il rencontre. En Iran, son drone, un contrôle, tout s'arrête. Accusé d'espionnage, il devient otage d'État. 3 ans de détention, isolement extrême, torture, procès politique, 2 grèves de la faim, un simple voyageur devenu monnaie d'échange. Sa sœur se bat comme une lionne, la diplomatie tergiverse, le temps s'abîme, et puis la libération, brutale et fragile. Aujourd'hui cette question, comment on revient à la vie quand on a survécu à l'arbitraire des mollahs? Pour info, Benjamin Brière. Bonjour Benjamin, merci infiniment d'être là. C'est pour nous tous une très grande émotion de vous recevoir. Merci pour cette invitation. Comment vous trouvez nos studios déjà? C'est la deuxième? C'est magnifique, ça change, c'est très sympa. J'ai vu la première avec Miel et Ouais. très beau. On est très émus de vous recevoir parce que pour la plupart des Français, vous êtes cette photo. C'est ça, ouais. Vous avez surtout vu cette photo. Vous avez surtout vu cette photo et Ouais. vous êtes là et vous n'êtes pas là tout seul parce que vous êtes venu avec 2 objets lourds de sens. Est-ce que vous pouvez nous Ouais. montrer les 2 objets avec lesquels vous êtes venu? On aura le temps, on va raconter Alors, tout il y a votre parcours. Le premier, c'est l'objet du délit qu'on m'a rendu bizarrement pour monter l'absurdie en fait que ça a été. Le Voilà. fameux drone. Le fameux drone, tout rafistolé de partout. Alors le drone, c'est ça qui a fait que les Iraniens vous ont accusé d'être un espion. Ça a été une partie de comment ils ont voulu monter la chose. Ensuite, si je l'avais pas eu, ça se serait passé pareil finalement. Et Ouais. vous avez un deuxième objet. Et le deuxième objet, c'est une tenue. C'était une des tenues qu'on avait là-bas. C'est ce qui nous servait quand on sortait de la prison, que ce soit pour aller à des examens médicaux ou à la cour de justice, à la cour révolutionnaire. Et c'était également, vous me disiez, cette tenue que portaient les détenus qui ont été pendus. Alors ça, c'est la tenue qu'on a quand on sort de la prison pour être reconnaissable. À l'intérieur, on est habillé entre guillemets en civil, avec des vêtements qui s'échangent et qui se passent de main en main suivant si les personnes sont libérées ou pendues. Ce qui est intéressant, donc vous nous avez montré cette tenue, et une des formules dans ce livre, Azadi, 1079 jours otage en République islamique d'Iran, chez Robert Laffont, avec pour comme co-auteur Camille Ansaume, c'est que vous avez beaucoup d'humour malgré l'enfer que vous avez traversé. Et sur cette tenue, vous écrivez « Février 2021, enfilage du magnétique costume marinière bleu foncé et gris façon Jean-Paul Gaultier. C'est la tenue imposée pour les petites sorties comme les convocations du juge, les visites de l'ambassade ou encore... » Ah non, c'est tout en fait. Donc l'humour ne vous a jamais quitté et on va le voir ensemble parce qu'au début, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui vous étiez avant tout ça. Et en fait, à la base, vous êtes un kiffeur. Vous aimez la musique, vous aimez voyager et vous traversez la vie en van. C'est tout l'objectif du livre aussi, dès le départ, c'est de montrer à quel point je suis monsieur et madame tout le monde, mec lambda. J'ai grandi, et vécu en banlieue parisienne à l'origine. J'ai travaillé quelques années à Paris. Et ensuite, je suis vite parti à l'étranger avec des occasions professionnelles qui sont présentées. Pas mal d'années en Asie, pas mal d'années au Moyen-Orient à travailler. Et un jour, en 2017, je décide de tout vendre, tout donner et de partir sur les routes. C'est quoi alors, on reprend le drone, c'est quoi ce drone que vous avez acheté en Norvège? C'est un... Vous l'avez acheté pourquoi? Un tout petit... ça s'est présenté à l'acheter en occasion. Et puis, vu les pays comme la Norvège et les pays scandinaves... c'est une autre façon de voir le voyage, une autre façon de prendre des photos et d'en ramener des beaux souvenirs, ouais. Et donc vous les postez sur Insta, Ouais, tout ça. ouais. Voilà, et C'est donc ça. en Norvège, et c'est dans votre van. Et puis à un moment, le film de votre vie bascule. Pendant le Covid, vous êtes dans un désert, dans un paradis. Vous faites le choix de ne pas rentrer. Ouais. Et puis, un matin, on toque à votre van. Enfin, même pas un matin, au milieu de la nuit, enfin, avant la l'aube, nuit, quoi. ouais. Racontez-nous l'arrestation. C'est dans la nuit du 27 au 28 mai 2020. Je suis dans le canyon de Chamkhal qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec le Turkménistan. Et tout est prévu pour partir très tôt toute la journée. Et non, en fait, alors j'ai plus l'heure précise, mais il devait être entre 1h et 2h du matin. Où ouais, il y a des gros coups qui
qui cogne contre la tôle et le temps d'enfiler un t-shirt et d'ouvrir la porte latérale. Des contrôles, il y en a eu des dizaines et des dizaines avant, que ce soit en Turquie, en Irak, en Iran. Et il y allait en avoir encore. Sauf que là, je sors avec des kalachnikovs braqués sur le visage et là, c'était une première. Et alors là, face à un homme qui vous braque, vous criez « shoot ». C'est-à-dire... Alors, c'est pas tout de suite, ce sera plus tard dans la nuit. D'accord. C'est toute l'exaspération, en fait. Ce sera tout ce non-sens, en fait, qui me monte à la tête. Et à un moment, je suis frigorifié dans ce canyon, dehors, en t-shirt. Et je demande à récupérer une veste. On me refuse, je fais des allers-retours. Le mec me braque pour me dire d'arrêter. Et voilà, des fois, on déconnecte, en fait. La peur n'agit plus. Et puis, il y a plusieurs hommes qui arrivent, et puis au bout d'un moment, vous décrivez un homme, d'ailleurs, qui vous terrorise, et qui a les yeux noirs. Et c'est cet homme-là qui vous arrête et qui vous incarcère. Alors lui, c'est un mec des services de renseignement de la ville de Kuchan, qui est à 1 heure de route d'où j'ai été arrêté par... moi, je pense que c'était des militaires aux frontières. Et lui arrivera tôt le matin. Et lui, ouais, il prend un ascendant psychologique sur moi, mais dans la seconde où il arrive. Et oui, c'était un regard sans âme. L'homme aux yeux noirs, comme je l'appellerai dans le livre, du coup. Et c'est lui qui posera, dès les premières minutes, le mot espion. Première fois que vous entendez le mot chassous, ouais. Ça veut dire espion. Mais moi, je l'entends plein de fois, mais je comprends pas. Et non, après, ce sera sur Google Traduction, on me marque spy. Et espion, donc je comprends pas très bien ce que vient faire un espion dans cette histoire-là, mais déjà dans les premières 24 heures, je suis pas à une incohérence près. Et sauf qu'en fait, à partir du moment où ce mec-là, ultra zélé, pose le mot, c'est fini. C'est mort. Ouais. Vous êtes incarcéré, et là d'abord, ce qui vous explose aux narines, et partout, c'est la crasse. C'est dégueulasse. Tout est sale. C'est la prison. Alors, j'ai pas d'éléments de comparaison. J'ai jamais été en prison autre que là-bas. Ça me pose question maintenant d'aller voir. Mais oui, c'est même pas que l'odeur de clope de merde, c'est surtout la déchéance humaine en fait à laquelle je fais face. L'eau est marron. Ouais, alors ça c'est surtout en cage d'isolement solitaire. L'eau qui sort est clairement marron. Ouais. Il y a des légendes urbaines qui disent que cette eau serait remplie de médicaments. Ah bon? Pour vous droguer? Probablement. C'est des légendes urbaines qui circulent dans la prison. 51 détenus pour une seule toilette. Ouais, et 23 lits. Personne ne se lave les dents. Ça, c'est un peu le fil rouge aussi, mais oui, l'hygiène, elle est pas énorme. Nourriture, mardi, vous écrivez soupe infâme, lentilles, haricots rouges flottant dans une soupe noirâtre. Ouais, alors il faut savoir que niveau nourriture, c'est tous les lundis midi la même chose, tous les mardis soirs la même chose. En fait, le menu, c'est du copier-coller à la semaine, et ça pendant 3 ans. Le premier mois, vous voyez 4 fois 10 minutes la lumière du jour. Le premier mois en cage d'isolement solitaire, ouais, ce sera 4 fois 10 minutes réparties. L'extérieur, c'est 3 mètres sur 3, avec des murs de 10 mètres de haut et 3 rangées de rouleaux barbelés. Et ça, c'est juste quand on sort de la cage, effectivement. Ouais. Alors, vous racontez avec beaucoup d'autodérision, mais que vous avez dû vous épiler. Ouais, ça, c'était c'est ce qu'on me demandera, effectivement, parce que c'est plus propre. Mais vous avez vu où on vit, en fait. Non. Et donc, du coup, on me donnera une sorte de talc. Voilà. Et vous avez attrapé des poux. Non, c'est ce qu'ils diront. Ah, c'est ce qu'ils ont cru, mais c'est pas le cas. Parce que en fait, c'est pour vous couper les cheveux. C'est surtout une excuse pour me couper les cheveux que je refuse de me couper. Ouais. Et vous parlez aussi du bido. Qu'est-ce que c'est? C'est une drogue? Ouais, le bido. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est une drogue. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. J'entendrai un nombre de noms de drogues que je n'ai jamais entendu avant. C'est du cachet synthétique qui se met par le nez. Il est sniff, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est sniffé. Ouais. Là, vous racontez, je ne me suis jamais senti aussi seul entouré de gens. Est-ce que vous avez eu la tentative vraiment de paradis artificiel et de vous droguer comme vos co-détenus? Ouais, la tentation, elle est forte pendant un moment, que ce soit dans la première ou dans la deuxième prison, parce que l'accès, il est facile finalement. C'est que des gardiens qui dealent avec certains prisonniers, et c'est très facile de s'en procurer, sauf que, j'ai pas envie de sortir complètement déchiré, et 2, je pense que le jeu n'en veut pas la chandelle dans le sens où
il est peu probable que je me fasse choper, mais il est très probable que je me fasse balancer. Mm. Et là, par contre, il y aura un vrai crime Mm. sur moi. Bien sûr. Il y aura une vraie accusation et une vraie condamnation où même l'État français ira se décharger, et à juste titre, puisque ça sera du droit commun. Autant vous savez que vous n'êtes pas un espion, vous êtes considéré comme un espion, mais vous n'êtes pas un espion, autant Ouais. vous voulez pas vous droguer parce que... Mais la tentation est forte. Une journée de 5 heures sur 24, se défoncer, ouais, c'est tentant. Sous la douche, vous racontez que l'obsession de vos co-détenus, c'était de savoir si vous étiez circoncis. Ouais, mais ça c'était la danse à chaque fois la danse devant la cabine de douche, à chaque fois que je me... Mais c'était les questions, est-ce qu'il y a de la drogue en France? Est-ce qu'il y a de l'alcool en France? Bah oui, enfin... Mais on rencontre deux mondes. Enfin, c'est le choc de deux mondes pour le coup. Je voulais de l'interculturalité, j'ai été servi. Et puis vous êtes gavé de télévision d'État, et là vous découvrez à la fois la propagande et puis la censure, et notamment ils vont jusqu'à censurer, vous écrivez Mary Poppins. Ouais, c'était mon point de référence, Mary Poppins. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes? Alors non, il y a tous les films hollywoodiens. Autant ils disent que c'est Satan, les États-Unis, autant les mecs ils sont fans de tous les soaps hollywoodiens avec une canette de Coca-Cola à la main. Mm. Notamment tous les Fast and Furious. Ah ouais, j'en pouvais plus. James Bond aussi censuré. Censuré, mais il boit son martini pixelisé avec le mur derrière plein Il y a d'alcool. le verre de cocktail, mais le verre est avec de gros pixels. Ça. C'est ça. Mais pour Mary Poppins, ouais, la première réaction, c'est normalement il dure vachement plus longtemps ce film-là. Et effectivement, il coupe la scène, il coupe plusieurs scènes. Ouais. Et Taxi aussi, film français avec Marion Cotillard. Il y a une scène d'amour qui est coupée au début. Écrivez-vous. Ouais. C'était dans le dernier dortoir où j'étais. Et parce que j'étais un peu le clown du dortoir aussi. Et j'avais pas de problème à faire le pitre dans notre dortoir. À un moment, ça coupe parce qu'il va y avoir les ébats. Et moi, je regarde tout le monde en disant, moi, je sais ce qui va se passer. Et voilà, ça fait marrer tout le monde parce qu'ils savent que je prends rien au sérieux. Et les matons, ça les fait pas marrer, j'imagine. Bah, les matons, ils rentrent pas vraiment dans notre quartier de haute sécurité. Ce sont les prisonniers managers et les prisonniers travailleurs qui font la loi. Vous écrivez tout dans ce livre, notamment que vous assistez à du sexe entre hommes en prison, et puis des hommes qui ont très peur, parce qu'évidemment l'homosexualité là-bas est plus qu'interdite. Et du coup, vous leur dites, vous en faites pas, j'ai rien vu. Ça m'importe peu, en fait. Tous les deux étaient consentants, en quoi ça me regarde? Vous avez aussi croisé un voisin de cellule avec une croix gammée. Ouais. Mais je pense qu'il savait même pas ce que ça signifiait, ou même s'il me disait qu'il était partisan nazi. Écoute, on va juste éviter de se parler, et puis ça suffira, quoi. On est obligé de cohabiter, on est dans le même dortoir. Qui sont les gens avec vous en prison? Il y a tout. Au début, je suis un peu interdit de côtoyer les prisonniers politiques, parce que eux pourraient m'ouvrir les yeux, finalement. Non, je suis principalement avec des prisonniers de droit commun. Trafic de drogue. Trafic de drogue international, tueur, violeur, triple meurtre. Un des prisonniers managers de mon quartier de sécurité est là pour triple meurtre de sa mère, son père, son frère, un de ses frères, au couteau. Bon bah voilà, et c'est lui qui nous dirige. C'est lui qui va me dire, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Comment vous avez survécu à ce moment-là? Ça se fait. On se rend pas compte en fait des ressources qu'il y a, qu'elles soient mentales ou physiques, jusqu'à temps qu'on y soit confronté. 15 février 2023, terrible. Fausse libération. Vous entendez Azadé, ça veut dire libre. Et racontez-nous. On est à la cour révolutionnaire pour un énième jugement, rejugement après appel. Alors il faut savoir qu'à aucun moment la libération ne se joue dans une cour de justice. On fait face à un pantin qui s'appelle juge. Et là, vous leur avez dit que c'était des pantins, les juges. Je lui dis, ça leur a pas plu du tout. Non, mais parce que en fait, j'ai appris le persan et je peux m'exprimer et je lui dirais que de toute manière, lui ne sert à rien. Mais parce que à ce moment-là, c'est pas de la bravoure, c'est pas. À ce moment-là, je suis en roue libre, je suis en grève de la faim. On va en parler après des deux grèves de la faim. Et là, votre avocat vous dit, calme-toi. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez me faire de plus, en fait? Qu'est-ce que j'ai à perdre de plus? Vous laisser en prison encore plus longtemps. Non, parce que je sais que lui n'a aucune autorité sur ma libération. Vous avez quand même un côté un peu provocateur et tête brûlée à vous lire. Il y a des moments, comme quand vous dites shoot face à un Kalachnikov. Mais en fait, c'est juste que la peur n'agit plus en régulateur. C'est surtout ça, en fait. C'est pas de la provoque. Je peux être dans la provoque, un minimum, surtout quand on vient me chercher.
Mais je le fais pas gratuitement. Mais en fait, c'est juste que là, sur certains moments, le trop-plein est tellement énorme que non, la peur n'agit plus en régulateur. Vous en avez parlé de l'homme aux yeux noirs qui vous terrorise, et puis à un moment, il y a un juge qui vous interroge et il vous tabasse. Il vous met une grosse droite, puis une gauche, c'est ça? Ça, c'est la première au bout d'une semaine. Ouais, racontez-nous. Quand je vais dans cette cour révolutionnaire de la ville de Kuchan, ouais, il y a un mec des services de renseignement là, le traducteur, alors qui parle allemand, alors, très bien, sauf que moi je parle pas allemand. Et le juge à un moment se lève, on me demande de me lever, et puis il me dit mais t'es un espion, je dis mais non, et là je me prends la première droite, et puis en fait ça continuera pendant un petit moment, entrecoupé avec les clés de bras des deux personnes, et à chaque fois il mettra quelques coups, demandera d'avouer, je redirai non, je reprendrai des coups, etc., jusqu'à temps que ça s'arrête. Vous écrivez, il y a encore des choses dont j'ai du mal à parler, notamment la torture physique. Mes proches ne savent pas tout ce que j'ai vécu, cependant je sais que j'ai peut-être un peu d'avance sur eux en matière de souffrance morale et physique. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Me concernant, j'ai beaucoup de mal à parler de torture physique, parce que oui, j'ai été tabassé, ça d'accord. J'ai été lynché à plusieurs... enfin, lynché. J'ai été tabassé à plusieurs reprises. Le mot torture physique, j'ai l'impression que j'en ai pas la légitimité, dans le sens où moi j'ai vu et j'ai vécu avec des personnes qui ont été torturées physiquement. J'ai vu les dos de certains de mes codétenus lacérés par 80, 100 coups de fouet. J'ai entendu les récits de personnes qui ont eu des kilos pendus sur le sexe. Les testicules. Ouais. Voilà. Et aussi du gaz lacrymogène dans l'anus. Ouais. Et des décharges électriques. C'est ça, avec des batteries de voiture sur les sièges. Donc c'est pour ça que le côté torture physique, j'ai du mal à le dire pour moi. Par contre, le côté psychologique, il est là pour tout le monde. Il est constant, il est quotidien. Ouais. Vous avez aussi entendu beaucoup de hurlements de vos codétenus, ce qui fait partie justement de la torture physique. Ce que vous racontez. Ça, c'est pareil dans les mois en cage d'isolement solitaire, où oui, on entend les bruits des tortures physiques des autres qui sont en train de se passer à quelques mètres. Et vous, comme vous étiez français, ils vous ont pas pendu des choses aux testicules, ils vous ont pas électrocuté, ouais. Ils vous ont juste... Et d'après ce que j'ai compris, pour le moment, en ayant été détenu après avec un franco-irlandais, Bernard Félan, sur la fin de ma détention, lui n'a pas été torturé. Alors, toute proportion gardée, on parle de torture physique ou de tabassage. Et oui, on est une monnaie d'échange. Cécile et Jacques, en ce moment, sont toujours une monnaie d'échange. Et voilà, on est là pour quelque chose. Le panel, il est large, divers et varié, mais il y aura toujours des contreparties. Quelque part, le fait d'être français, à la fois, vous a fait que vous avez été maintenu en prison, parce que vous étiez une monnaie d'échange, et on va en parler contre quoi, on se posera la question après, ouais. Et en même temps, ça vous a un peu protégé, parce que comme vous étiez français, ils ne pouvaient pas vous torturer autant que les Iraniens. Mais la raison principale pourquoi on est enfermé, c'est parce qu'on est français. Mais la raison principale pour laquelle on ne sera pas autant torturé que les Iraniens et les Iraniennes, c'est qu'on est français aussi. Oui. Qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir de vous en vous torturant? Pour moi, sur le côté tabassage, c'était pour obtenir des aveux, pour estorquer des aveux comme quoi je suis bien un espion. Et ce que j'ai réussi à maintenir en ne faisant pas. Vous êtes fier de vous là-dessus, d'avoir encaissé des coups et de jamais avoir avec vous un espion, parce que vous n'êtes pas un espion? J'ai pas de fierté à avoir tenu, parce que même si j'avais avoué, entre guillemets, des choses que je ne suis pas... Pardon, je t'entends pas, Estelle, faut que tu parles plus fort. Mais non! Mais arrête! Ok. Alors, attends. Je te tiens au courant en temps réel, Benjamin. C'est pas confirmé, ok? À l'instant, Estelle Cognac m'informe qu'une source parlementaire annonce la libération de Cécile Collère. Mais non. À l'instant. Je peux prendre mon téléphone? Bien sûr. Bien sûr. Assieds-toi. Bonjour, vous
Le répondeur, Ouais, non, mais c'est sûr. c'est fabuleux. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Je l'ai appelé ce matin, la sœur. Oh la vache. Attends, je sais qui est. Qui on peut appeler d'autres? Attends. L'avocate? Non, Chirine, elle va pas décrocher non plus, elle doit être avec Noémie. Ouais, allô. Armin, c'est vrai? Bah, il y a des sources qui me disent que c'est en cours, ouais. Oh, Mais j'ai pas la confirmation. apparemment, il y aurait. Ouais, apparemment, ce serait. Enfin, là, ça va pas tarder à être annoncé par le quai. Ouais. T'as d'autres informations toi là-dessus? Non, non, c'est. Ouais, c'est ça, mais je suis en tournage à France Info, justement, là. D'accord. Et c'est qui est-ce qui a donné l'info, là? à Source l'instant parlementaire. C'est quoi? C'est une dépêche? Non, mais le Quai d'Orsay apparemment va communiquer. D'accord, mais Apparemment, va y avoir une com du quai. Ouais. Oh, ah, C'est juste c'est intense, énorme. Mais je sais pas si c'est que Cécile Colère ou si c'est aussi Jacques Paris. Mais si c'est pas les deux, ça va être. Mais non, mais c'est pas possible qu'ils soient dissociés, c'est les deux. Bon, bah, je t'embrasse, poto. Ouais, à plus tard. Bye. c'est fabuleux. Comment vous vous sentez? Ah la vache. Attends, j'ai Noémie qui vient de m'envoyer des messages. Vas-y, vas-y. C'est la sœur de Cécile Colère? Hmm. Elle te dit quoi? Elle a aucune information. Aucune? Le quai lui dit non. Ah ouais? Oui, mais ils avaient fait pareil avec Blandine. Tu racontes dans le bouquin que... Non, mais si la famille l'apprend dans la presse avant, Ouais. c'est honteux. C'est honteux. On attend. Là, pour l'instant... C'est comme la plainte qu'ils ont retirée le 25 septembre. Les familles l'ont appris dans les médias. À quel moment on n'avertit pas les familles avant? Non, c'est honteux de faire ça. Pour vous, au moment de votre libération, vous demandez à l'ambassadeur d'appeler votre sœur. Il dit non, on appellera Blandine. Quand? Mais sera dans ça a l'espace été aérien. le côté traumatique pour tout le monde, ce 15 février 2023, où je suis acquitté. Il y a un ordre libératoire qui émane du juge du Pantin vers la prison. On me sort du dortoir. Je passe tous les sas de sécurité et j'arrive à 1 mètre de la sortie. Et au final, 2 minutes après, on me dit non, en fait, retourne. Sauf qu'entre-temps, ma famille a déjà été prévenue. Et donc, ils ne veulent pas réitérer ça. Et ça se comprend totalement. Mais il y a un minimum. Avec le recul, on a compris que la justice, donc vous avez considéré comme innocent, mais manifestement, il y avait des tensions entre certains mollahs et la justice, et donc vous avez victime d'une espèce de règlement de compte en interne entre les... Pour le 15 C'est ça février 2023, sur cet acquittement, Ouais. j'aurais jamais réellement la réalité. Mais oui, les bruits de couloir m'ont rapporté qu'il y aurait eu un couac. On va appeler ça comme ça. C'est quoi le moment le plus dur de votre détention? Notamment, il y a une cage. C'est quoi le pire moment? C'est la perte de ma grand-mère. Je mettrais 4 jours à le savoir. Vous parlez beaucoup aussi dans ce livre passionnant de votre culpabilité et de votre famille. Et c'est le moment où on parle de votre merveilleuse sœur Blandine, que j'ai la chance de rencontrer il y a quelques années, qui s'est vraiment battue, mais vraiment comme une lionne pour votre libération, qui a mis toute sa vie entre parenthèses et qui, justement en 2022, se confiait sur ses difficultés. On a une grand-mère qui vieillit, c'est terrifiant de voir que Benjamin passe à côté de tout ça. J'ai des enfants qu'il a vu qu'une seule fois, et ça c'est le point qui lui fait énormément de mal, de se dire que tout ça évolue. Lui, il est plus là, il est plus dans nos vies, et c'est quelque chose c'est un enfer, quoi. Blandine, c'est l'héroïne de ce livre. Et là, Blandine, elle a 2 jumeaux que vous appelez vos joyaux lyonnais. Ouais, c'est nièce et neveu que j'ai vus à la naissance. Et je suis parti une dizaine de jours après leur naissance vers l'Est. Et j'avais promis à Blandine, à ma petite sœur, que je reviendrais pour les 1 an. Et au final, je serai de retour pour les 4 ans. Ouais, mais je serai de retour quand même. Et vous vouliez être tonton voyage, et vous écrivez que vous êtes devenu tonton zonzon. Ouais, c'est ça. C'est toute l'autodérision, encore une fois, qui permet de tenir. Là-bas, j'écrivais énormément. J'avais pas du tout en tête ce livre-là.
j'écrivais les gazettes carcérales que j'arrivais à transmettre à mes proches. Et en fait, après le retour, il y a beaucoup qui me diront, mais en fait, ça faisait tellement du bien, ces gazettes carcérales-là, parce que, en fait, on lisait notre pote, on lisait notre frère, on lisait notre fils, on lisait notre cousin. Parce que quand ils me lisaient, ils avaient l'impression que je leur parlais. Et ils savaient le ton que j'employais aussi. Vous entendez? Ouais. Avec quelques messages subliminaux à l'intérieur aussi, où je finirais toujours les gazettes carcérales en disant suprême triple lettre, à qui de droit? Les suprêmes triple lettres, c'est NTM, en direction du régime de la République islamique. Et on parle pas du groupe de rap, on parle vraiment des gros mots. C'est une référence. Les suprêmes triple lettres, c'est ça. Et pareil pour le début des gazettes carcérales. Je commence toujours par bonjour la famille, les potes et les services de renseignement. Parce que vous savez qu'ils vous lisent. Évidemment. Il y a 2 passages que j'ai trouvés particulièrement touchants. Le soir, vous vous couchez, vous mettez l'oreiller côté ouest pour avoir la tête la plus proche possible d'eux. Ouais. C'est magnifique ça. Tous les soirs, vous faisiez ça? On se raccroche et tous les soirs, je leur disais bonne nuit. Pendant 3 ans. À voix haute. Pendant 1000 jours. Bien sûr. Et autre moment que j'ai trouvé choupi, si je peux me permettre l'expression, vous parlez de chai. Alors racontez votre passion du chai. Qu'est-ce que c'est un chai? Le chai, c'est le thé. Et alors, vous mettez un carré de sucre, et là vous écrivez « Les bulles d'air s'en échappent et remontent à la surface. En quelques secondes, elles forment un cœur parfait. Message bien reçu, mes amis, ma famille, ma sœur. » On se raccroche à tout. On imagine tout, on zoome sur l'infiniment petit et sur l'invisible. Dans la cour extérieure, chaque coup de vent, quand il vient réellement de l'ouest, pour moi, il a touché les particules de mes proches. Et donc, je les reprends. Vous ne voulez surtout pas que votre famille vienne, parce que vous ne voulez pas qu'ils soient arrêtés. Non, ils seront... Il y a eu la question, Blandine s'est posé la question au tout début. Venir au parloir pour venir me voir. Vous auriez eu le droit à un parloir potentiellement. Peut-être. Mais vous avez dit non. Mais probablement pas. Tu te rends compte du point auquel je t'aime. Je suis à 2 doigts d'accepter d'aller chez Hanouna. Vous avez dit un jour, Blandine. Ah, c'est pas sympa ça. Ouais, je vous ai lu. Il est dans le livre, ouais. Oui, c'est dans le livre. Ouais, c'est dans le livre. Blandine, elle a été héroïque. Elle a fait tout. Elle aurait tout fait. Et peu importe quand on me dit oui, mais toi, tu aurais fait la même. Peu importe en fait. C'est elle qui l'a fait. Et l'héroïsme, s'il a un nom pour moi en tout cas, c'est Blandine. Les enfants, tonton Benjamin est revenu de son long voyage, il va venir à la maison. Oh mais oui, tonton Benjamin, ça fait longtemps qu'on l'a jamais vu. Ouais, ça c'est une des plus belles punches que mon neveu dira, ouais. Vous pleurez beaucoup et vous l'assumez. Mais il n'y a pas de... Pourquoi rire devrait être beaucoup plus accepté que de pleurer? Ça reste une émotion, finalement. Sauf que on est dans une société où non, un homme ne pleure pas, il n'est pas censé pleurer. Ce que dit un côté nu d'ailleurs. Tu n'es pas un bonhomme, tu pleures trop. Mais c'est un gardien qui me dira ça parce que je me plains de ne pas avoir de coup de téléphone pour l'anniversaire de ma sœur et que en fait la montée en pression me fait craquer. Mais j'ai pas de problème avec ces émotions-là, au contraire. Vous êtes forgé ce que vous appelez une bulle d'acier. Comment vous avez fait ça? Ouais, il y a une énorme carapace qui se crée. Très très rapidement et je pense qu'il en va de ma survie et c'est ce qui me fera survivre en plus de certaines petites choses. Ouais. Astuce, ne jamais faire 2 choses le même jour. Pourquoi? Parce qu'on se fait chier quand même. Enfin, désolé, je sais pas si on peut utiliser vous pouvez ce mot-là, totalement mais le dire. Vraiment, vous ennuyez profondément. Il n'y a rien à faire en soi. Donc au début, la première année, j'ai pas de livre, je n'ai rien du tout et donc si on a s'il y a des affaires à laver, on va plus les faire un par un, parce qu'au moins on répartit les tâches, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre détention? Je sais que vous avez regardé les fourmis, vous parlez aux abeilles, aux coccinelles, aux moineaux, aux tourterelles. Vous avez même donné des noms à vos souris. Ouais, je donnais à manger à un couple de souris à l'abri des regards indiscrets, parce qu'en soi, sinon on les aurait capturés pour les tuer, voire les manger, puisqu'il y avait certains co-détenus qui capturaient des pigeons pour les manger. C'est arrivé souvent. Sauf que oui, je leur donne 2 noms. Il y a Mr. Jingle, qui est en référence à la souris dans la ligne verte. Et il y a Mrs. Jones, qui est en référence au fameux morceau musical. La ligne verte, qui est un film sur la peine de mort aussi. Ouais, ça prend une autre dimension de le voir en prison. Vous l'avez vu en prison? Ouais. Waouh. Ouais. Avec des co-détenus qui sont sur le coup d'une pendaison. Donc ouais, le film a
prend un tout autre sens à ce moment-là, une autre dimension. Pour tenir, vous écrivez aussi vos rêves érotiques, notamment avec une lyonnaise. Vous rêvez d'un coup de foudre et vous Il n'y a écrivez rien ça. d'érotique dans ce rêve-là, non. Bah, vous la rencontrez et puis voilà, vous vous aimez, quoi. Il y a des beaux moments, bien sûr. Mais en fait, c'est un des buts de ce livre-là aussi. C'est que oui, on est en prison. Et en fait, peu importe si je suis innocent, otage, espion, et que les autres sont là pour du droit commun, on reste des humains. Et donc, oui, on n'est pas toute la journée en colère ou quoi que ce soit. Il y a des moments humains, il y a des moments de rire, évidemment, ouais. Et il y a aussi un moment où vous pétez un câble, énorme craquage, et vous fracassez avec votre poing. Ouais, j'ai un besoin cadrage. d'avoir mal, ouais. Racontez-nous. J'ai besoin d'avoir mal sur certains... Des fois, le déclenchement, il n'est rien, mais c'est surtout l'accumulation. Et au retour, certains de mes potes vont me demander, mais est-ce que tu as déjà pensé à te foutre en l'air? Ouais. Et la première réponse, c'est non, non, pas du tout. Sauf qu'en fait, j'ai relu les notes que j'ai pu faire sortir clandestinement de la prison au fur et à mesure de la détention. Et certaines notes sont glaçantes, parce que si, effectivement, j'y avais bien pensé. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous y repensez? Je l'aurais probablement pas fait, et même... on reviendra sur ces grèves de la faim là, mais Ouais, on va en parler. Et quand vous dites que vous avez besoin d'avoir mal, ça veut dire quoi? pour oublier en fait le mal intérieur qui est en train de monter, j'ai besoin d'avoir mal physiquement pour que ça prenne le dessus. Et donc vous tapez contre un carrelage Ouais, je cogne, jusqu'à saigner. Ouais, c'est ça, jusqu'à casser quelques carreaux. Mais tant que c'est pas fait, enfin, ça aurait pu être avec le crâne, ça aurait pu être avec à récupérer un de ces morceaux de carreaux parce que c'est très tranchant pour les veines. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti une forme quand même de solidarité à certains moments, dans vos moments de détresse, de pleurs parce que vous parlez à la fois de solitude, j'ai du mal à comprendre comment vous vous sentiez à ce moment-là. La solidarité, elle est là, mais elle est très, très fausse aussi. Entre co-détenus, surtout avec ceux avec qui j'étais. Ouais, elle est fausse et elle est intéressée surtout, finalement. Vous lisez beaucoup aussi, vous vous réfugiez dans la littérature, dans Jules Verne notamment, et vous écrivez ici: personne ne lit à part le Coran pour quelques-uns, et mon passe-temps intrigue. Ils ne comprennent pas que vous lisiez. Non, ils comprennent pas que je lise autant, que j'écrive aussi, ça les intrigue d'autant plus. Alors la première année, il n'y a aucun livre. D'où ils viennent d'ailleurs vos bouquins? Ils viennent de France, c'est Blandine qui se ruine en librairie et en frais de poste, puisque l'État français refuse de faire passer ça via le Quai d'Orsay. Donc c'est à elle qui les envoie directement à l'ambassade de France, qui me les transmettra pendant les visites consulaires. Ouais. Ça vient de là-bas. Donc en fait, c'est les copains, les copines qui donnent tout. Chacun y va de sa bibliothèque. Je reçois du Jules Verne, effectivement. Je reçois du Joël Dicker. Je reçois du Sylvain Tesson, évidemment. Et je reçois aussi la biographie d'Apollinaire ou du Balzac, que je digère pas tout de suite en prison, parce que c'est quand même assez costaud. En fait, on a besoin d'une littérature terre à terre qui nous ramène à l'extérieur, parce qu'on a tendance à oublier que la vie existe toujours en dehors de ces murs-là. C'est pas un livre, mais à un moment, vous recevez un colis de mémoire du Québec de votre petit-neveu Naël, c'est ça? Ouais. Et avec tous ses camarades de classe, racontez-nous. Naël, mon petit cousin, qui à l'époque vit à Montréal, il a 7-8 ans à l'époque, et effectivement, avec sa classe, et sa prof a eu... je trouvais ça génial, parce que c'est osé quand même comme correspondance au niveau éducatif. Et chaque gamin va faire une lettre, chaque gamin va m'envoyer un coloriage, alors que je ne pourrais jamais faire malheureusement, parce que je n'avais pas de quoi colorier, et une lettre disant selon nous, la détention de Benjamin Brière ne respecte pas les droits humains, il devrait être libéré sur le champ. Voilà ce que des gamins de 8 ans ont envoyé, et qui est passé par des gardiens de 50 ans du régime de la République islamique. La boucle est bouclée. Et ils envoient ça à regarder un espion, puisque vous avez dans le livre, que je remonte, voilà. Ça, c'est la preuve que vous êtes un espion. Avouez tout, Benjamin Brière, vous êtes un espion. C'est ça. C'est écrit. Voilà. C'est vrai, non? C'est cramé. Alors, ça, c'est la fiche. Ça, c'est un énorme pied de nez à la République islamique d'Iran. C'est un énorme pied de nez à la prison de Machhad, parce que ça, c'est ma fiche de prisonnier du système informatique de la prison. Je n'aurais jamais dû y avoir accès. Et il est dans le bouquin. Et encore moins
Voilà, tu parlais de provoque, pardon, je te tutoie, mais on va On peut-être peut se passer à tutoyer, ça. il n'y a aucun problème. Tu parlais tout à l'heure du côté provoque. Ouais, ce côté-là, c'est de la provoque. Mais en fait, je vais pas attaquer, mais je vais me défendre férocement. Et là, en fait, je pense pas que c'est de l'attaque. C'est de la provoque-défense. Et ça, c'est quelque chose qui récapitule 4 crimes. Donc, Dépassement du visa, c'est ça. espionnage, Espionnage pour le compte d'un État ennemi. activité de propagande contre la République islamique d'Iran Ouais, et consommation d'alcool. voilà. Là, je peux être coupable. À la rigueur. Que sur le 4e point. Ouais, bien sûr. Mais j'ai fait la fête parce que parce qu'il y a eu des invitations et quand on est en voyage, en fait, on pense pas à autre chose que de rencontrer des gens ou sur les parties solitaires aussi où je suis aussi. Et on est reçu on est accueilli et on rencontre une jeunesse bouillonnante Mhm. qui, comme partout dans le monde, en fait, fait la même chose que tout le monde, a envie des mêmes choses. Ils font la fête, ils font l'amour, ils boivent, ils fument, mais ils emmerdent le régime, en fait, tout simplement. Et c'est même pas forcément une envie de défier l'autorité. C'est juste une envie d'être libre, tout simplement. On va parler un peu de la France. Vous dépeignez un consul français qui vous répète toujours la même formule, qui vous tape sur le Tout système. passe, tout casse, tout lasse. Ouais, Pourquoi il vous dit ça? c'est important, les piqûres de rappel. C'est une phrase qui me sortira où... Voilà, il me disait toujours, vous savez, comme je dis toujours dans la vie, en général, quand on commence avec ce genre de début de phrase, c'est pas bon. Et effectivement, ce sera... Je lui passe le bonjour parce que je le remercie quand même. Je sais qu'il a été dédié à la cause des otages. Mais Mais je ne serais pas contre un peu d'agitation côté Quai d'Orsay, écrivez-vous. Ouais, En bien clair, sûr. vous estimez qu'ils ne sont pas assez bougés. Notamment le président Macron qui n'en a pas assez fait. le président Macron, il a été inexistant dans mon cas. Et même la ministre des Affaires étrangères Catherine de l'époque, Colonna. Catherine Colonna, c'est une blague. Parce que Et vous le- l'avez vu après votre libération. Ouais. Et même le ministre des Affaires étrangères actuel, Jean-Noël Barrot, oui, c'est probablement un très bon communicant. Mais Alors, en tout c'est cas, une accusation grave. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes libre. C'est peut-être en partie grâce à eux, non? mais pensez il pas? y a eu totalement. Je suis pas en train de cracher sur ce qui s'est passé et je remercie la France d'être libre. Il y a aucun sujet. Alors pourquoi une blague? Le fait sur Catherine Colonna, parce que il y a jamais eu d'accompagnement malgré ce qu'elle avait promis. Pour Il y a- l'après, c'est ça? Ouais. D'accord. On va revenir après sur l'après, C'est mais ça. sur le pendant, vous estimez, vous parlez pas mal du président Macron, vous le voyez un peu en prison, vous parlez notamment, il y a le moment en prison, où il se fait gifler, donc il est présent, j'ai compté au moins 5 occurrences d'Emmanuel Macron dans votre livre, Ouais. mais vous trouvez qu'il n'a rien fait, et vous lui avez même écrit une lettre qui commençait par Salam Manu. Alors, je sais que cette lettre-là allait être retravaillée par ma sœur, notamment Oui. pour ce Salam Manu. Je me serais jamais permis quand même. Ouais. Mais je trouvais ça assez drôle de le faire passer via le Quai d'Orsay pour ma sœur qui l'aurait retravaillé. Ok. Cette lettre-là n'a jamais eu aucune réponse, au même titre que 2 lettres de ma sœur et appels à l'aide de ma petite sœur qui n'ont jamais eu de réponse. Le Quai d'Orsay a toujours fait de la rétention d'informations à un niveau incroyable, et c'est encore le cas actuellement pour Cécile et Jacques, même s'ils sont, on l'espère toujours, libérés très bientôt. Il Croise les doigts. y a rétention d'informations, évidemment, Mais c'est normal, c'est la raison d'État. mais vous pouvez pas tenir au silence des familles sur tout. Mon Votre cas, dossier ouais. était au niveau des Français prisonniers à l'étranger pendant 2 ans. Oui. Il est passé en cellule de crise après 2 ans, en même temps que Cécile et Jacques. Avec l'arrivée notamment d'un nouvel ambassadeur que vous saluez, qui s'appelle Nicolas Roche. Mm. D'ailleurs, vous dites, l'ancien ambassadeur, je ne connais ni sa voix ni son nom, du coup j'ai cherché, il Non. s'appelle Philippe Thiebaud. Philippe Ok. Thiebaud, Bah, jamais enchanté. vu. Par contre, le nouvel ambassadeur, Nicolas Roche, lui, il s'est vraiment bougé pour vous libérer. Mais lui est là c'est sa mission en fait, je pense. Je le pense sincèrement. Et d'après ce que j'ai compris, c'est limite lui qui a demandé cette mission-là. C'est l'ancien directeur de cabinet de Le Drian, il me semble. Et il avait une connaissance accrue de ce pays, de ses façons de faire et des 7 otages que nous sommes à l'époque. Et je pense que sa mission première, effectivement, c'est de ramener les otages. Et lui, pour le coup, est le premier à poser le mot otage. Lui vient à chaque visite consulaire. Lui est disponible au téléphone. Et en fait, s'il gagnera tout mon respect, il appelle Blandine une semaine avant de prendre son poste. En fait, il suffit pas de grand-chose. Hmm.
encore une fois. Vous n'avez pas supporté non plus les pressions au début. Ils ont demandé à votre sœur d'être discret, Ouais. de faire confiance à la diplomatie, Mm. que ça allait se régler tout seul. Ouais. Au bout d'un moment, votre sœur a fait le contraire. Elle a parlé à tous les médias. Ouais, bien sûr. Et c'est ça Mais qui a marché. Mais c'est ce qu'il faut. Mm. Et je le conseille à tous les malheureux futurs otages et à leurs familles. C'est ce qui se passe encore. Le gouvernement va mettre une pression sur les familles d'otages pour qu'ils se taisent. Mais l'agenda, il n'est pas à 100% pour les otages, ni leurs familles. L'agenda, il est avant tout pour les postes et les carrières de ceux qui sont en place. Vous reconnaissez quand même que le président Macron s'est entretenu au téléphone avec le président iranien et vous a cité, et d'ailleurs ce qui vous a valu d'être en prison. Benjamin le Français, ça vous a fait un petit moment de gloire Ouais, à ce moment-là. j'ai gagné une petite cote, effectivement, dans la prison. Donc, la culpabilité est omniprésente dans ce livre et tu écris, puisqu'on se tutoie maintenant. Il faut dire quand même, on peut dire que je vous suis depuis longtemps, notamment votre sœur, donc on se Ouais. tutoie parce qu'on se connaît, on se Ouais. tutoie dans la vie, donc on va T'as se tutoyer à été- partir de t'as été maintenant. d'un grand soutien aussi pour elle, même avant ça et avant d'autres émissions que tu fais actuellement. Et comme tant d'autres, énormément merci. Ouais. Et donc t'écris, dans la tête d'un enfant, seuls les méchants vont en prison, et Ouais. tu te demandes, à ce moment-là, si t'es devenu un méchant. Mais ça, c'est une phrase qui était dans une des gazettes carcérales à destination de mon petit cousin, parce Naël, que je pensais 7 à ans. lui, mon petit cousin de 7 ans, mon petit cousin Naël qui a maintenant 14 ans. Comment dire, ouais, parce que pour un gamin de 7-8 ans, quelqu'un qui est en prison, c'est que c'est un méchant. Donc qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et en fait, au retour, je me rendrais compte que mes cousins, ses parents, et même des amis qui ont eu des enfants que je connais, qui ont raconté mon histoire, ils l'ont transformé en un côté ludique, finalement, en disant, bah en fait, il y a une justice, mais pas partout. Il y a des injustices aussi, et il peut se passer ça. Et j'ai trouvé ça fantastique de la part de mes potes. Ouais. Vous avez... pourquoi vous demandez pardon à votre mère? C'est pardon d'être où je suis, parce que pardon que ça lui fasse mal comme ça, parce que voilà, tout plein de tenants, aboutissants, et puis on est tellement à fleur de peau en vérité là-bas que ouais, on a envie de dire merci, pardon, et je vous aime à la terre entière, et au final, 2 ans après le retour, je continue à crier merci à tout le monde à chaque fois. Ouais. Vous disiez que peut-être que la chose qui vous a le plus peiné émotionnellement et intimement, c'est d'avoir donc manqué l'enterrement de votre grand-mère. Ouais, à qui j'ai dédié le livre, à Nana, parce que on sait qu'une grand-mère, ça va partir, et même si on y est préparé, au final, bah moi je l'étais pas, et encore moins dans ces conditions-là, et encore moins de l'apprendre 4-5 jours après qu'elle soit réellement partie, et de l'apprendre par Blandine au téléphone, voilà. Et la première chose que j'ai faite, même en fauteuil roulant, ça a été de lui rendre visite au cimetière après être rentré le lendemain matin. Alors, en fauteuil roulant, parce que vous avez fait une grève de la faim, Mm. avant d'évoquer ça, j'ai besoin de vous poser aussi des questions désagréables. Je vais vous demander de reprendre votre drone. Ouais. Enfin, je vous vois. Je vais te demander de reprendre ton drone. Ouais. Tiens, tu me le donnes. Plusieurs responsables politiques de haut niveau m'ont dit à l'époque de ton incarcération, il n'aurait pas dû y aller. Je les cite, j'avais noté les phrases à l'époque. Ce n'est pas un aventurier, c'est un inconscient. On se promène pas avec un drone en Iran. Quand tu entends ça, est-ce que ça te met en colère? Est-ce que ça te blesse? Ou est-ce que tu comprends une réaction froide de l'État? Mais elle est, pour eux, elle est légitime, cette réaction froide. Mais sauf qu'on reste des pions là-dedans. Je suis pas arrêté parce qu'il y a un drone, ça sert d'excuse. Mais est-ce que tu n'as pas fait une erreur de jugement en amenant ça en Iran? Franchement, avec le recul. Non, pas à l'époque, je ne pense pas, non. Non. Du tout? Non. Est-ce que tu te dis aussi peut-être le monde a changé? J'étais un enfant de l'avant-Covid et que maintenant tout s'est raidi, tout s'est complexifié. Je sais pas, et quand je rentre en Iran, faut pas oublier que c'est mi-décembre 2019. On est bien avant plein de choses. Ça n'enlève pas le régime qui était déjà en place, ça n'enlève rien à tout ça. Mais c'était pas encore sur liste rouge, c'était pas encore... C'est vrai. Voilà. C'est devenu notamment sur liste rouge, notamment par rapport à ce qui t'est arrivé. Ça a contribué Peut-être, au fait que... mais il y avait déjà eu des otages avant. Après, il y a encore aussi, à l'époque, des centaines de milliers de personnes qui vont visiter l'Iran et pour qui ça se passe très bien. Mauvais moment, mauvais endroit.
Ils avaient besoin d'un quota de Français, d'un roulement de Français, puisqu'il y a un Français qui a été libéré, je crois, quelques semaines ou 2 mois avant mon arrestation. Il faut toujours un roulement. Et il y a un moment, en fait, ça s'est accéléré parce que les demandes de rançon étaient beaucoup plus importantes. Donc, à un moment, on était 7. Je vais repréciser ma question, je vais être clair. Ce que tu as vécu, ce n'est pas l'histoire du vol de ce drone. C'est Non. avant tout une politique d'État. Mais est-ce qu'il Non. n'y a pas une part de toi qui se dit « Ok, j'ai peut-être un tout petit peu sous-estimé la paranoïa du régime des Mollahs ». Mais en fait, la paranoïa, même la tyrannie au jour le jour, en ayant voyagé pendant 6 mois et d'avoir eu la chance, et je dis bien la chance de voyager en Iran pendant 6 mois, on baisse la garde parce qu'en fait, on rencontre pas une tyrannie quotidienne et perpétuelle dans la rue. On observe une jeunesse bouillonnante, on observe des lieux absolument magnifiques et une culture tellement profonde, qu'elle soit ancestrale ou très récente. Et donc, en fait, la tyrannie, on en vient quasiment, comme je le dis dans le livre, à en douter et se demander, mais est-ce que les médias occidentaux n'en font pas un peu trop, finalement ? Tu as vu ce que tu as vécu ? Non. Mais, et encore une fois, c'est un cas parmi combien ? D'accord, mais tu as failli mourir là-bas. Mais très bien. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à dire du mal de là-bas. Et c'est pour ça qu'au début, alors du mal de du régime de la République islamique, c'est une chose. Bien sûr. Mais c'est de ne pas faire d'amalgame, en fait. Non, on fait avec aucun tout ça, amalgame. c'est Moi, je te pour parle ça. vraiment de la question politique. Je vais te poser la question différemment. Mais comme on Imaginons disait que tu as au un gamin début. qui arrive, tu fais la promo de ton livre, tu arrives, Ouais. et un gamin qui dit j'hésite à partir en drone, Ouais. avec mon drone dans le van. Est-ce que tu lui dis vas-y, mange le monde, bouffe le monde, Et ou est-ce là, que tu dis on est oh là des là, années après, avec Non, mais bien plein sûr. de cas à exposer. Mais bien donc sûr, mais la donne a changé. aujourd'hui, est-ce que tu recommandes encore d'y aller en Iran ? Malheureusement, Si oui, et comment ? ça me déchire le cœur de le dire, mais non, n'y allez pas. N'allez pas en Iran. Quand je suis rentré, c'était une question à laquelle j'avais du mal à répondre. Aujourd'hui, c'est non, n'y allez pas. Mais promis, on ira un jour parce qu'on sera tous là pour voir la chute du régime de la République islamique d'Iran. Tu as été ce qu'on appelle un guéroquan, je le prononce mal. Guérougan. J'ai très très mal dit. Il est possible, on prend des pincettes, que tu aies été échangé contre Assadollah Assadi, considéré comme un agent du ministère du Renseignement, condamné par la justice belge à 20 ans de prison pour avoir projeté un attentat à la bombe. Il visait un rassemblement d'opposants à Villepinte, en banlieue parisienne. Il est possible qu'il t'ait mis en prison pour libérer cet homme. C'est comme ça que tu analyses la situation. Que je l'analyse, ouais. On va parler d'analyse. On va pas parler de preuves matérielles puisque je ne les ai pas. On va parler de très très grosses coïncidences quand même. On va parler d'une opération qui s'appelle l'opération Blackstone, qui parle d'elle-même. Il y aura la libération de ce terroriste où dès moi, les premiers mois en prison, on me dit mais en fait t'es là pour Assadi. Qui dit ça? Les gardiens, Les agents de gardiens, des renseignement prisonniers politiques. Et bizarrement, ce mec-là sera relâché quelques jours après, Le hasard comme par officiellement hasard. contre l'échange d'un humanitaire belge, Qui n'est pas toi. qui n'est pas moi. Mais au final, toutes les coïncidences convergent vers 6 touristes pour un terroriste. Ça te fait quoi ça? Voilà. T'as perdu 3 ans de ta vie à cause de ça? Ça m'enrage parce qu'il y a un mec dangereux maintenant qui est dehors et qu'on a négocié avec des terroristes, surtout. On va maintenant parler de Cécile Colère et de Jacques Paris. Ouais. Tu as pris ta tenue et tu as fait un discours dans les 2 langues, en français et en perse, qui était très très émouvant, très important, et notamment de soutenir sa sœur, qui comme ta sœur Toujours. Blandine, qu'est-ce que tu lui dis aujourd'hui? Ce discours-là, ouais, il était une partie en français à destination de l'État français et le discours que j'ai fait, Place de la Nation, il n'y a pas si longtemps, était destiné à un pays, 2 mondes. Donc je parlais à tour de rôle à la misérable petite république islamique d'Iran et Iran, mon amour. Ça, c'était le discours en persan et le soutien. Et en fait, c'est tout l'objectif. Alors, ce livre, oui, il est à moi, c'est mon récit, etc. D'en faire la promo, d'en faire les médias, de parler n'a aucun sens si on ne parle pas de Cécile et Jacques, si on ne parle pas du combat héroïque de Noémie Colère, si on ne parle pas d'eux, en fait,
Je suis pas venu, et je ne fais pas tout ça pour m'apitoyer sur mon misérable petit sort, si c'est pour pas transformer quelque chose. Je suis très bien dans ma vie, et je la reprends tout doucement. Ce message est là pour être quelque chose de plus grand et de faire bouger les choses. Cécile et Jacques, donc Cécile Colère et Jacques Paris, couple de profs qui part en amoureux, comme toi, t'es dans ton van, et qui se fait capturer, qui est Et otage on d'État. va leur reprocher tout autant d'inconscience. Mais en fait, à l'origine, il ne faut pas oublier une chose. Ils sont enlevés. Mm. Il y a un État ravisseur à l'origine. Il ne faut pas non plus inverser les rôles. Le fait d'y aller n'est en soi pas interdit. C'était On pas- nous c'était délivre. pas ma question, Non, hein. non, je sais bien. Ouais. C'est un peu le trop-plein des fois de ce que j'entends aussi. Mm. Je sais bien, Paul, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, donc on ne sait pas, on attend de voir s'ils vont être libérés. Ça fait plusieurs fois qu'on espère qu'ils vont être libérés. Si aujourd'hui, et on le met en boîte et nous ne sommes pas en direct, s'ils sont libérés, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu leur dis? Et qu'est-ce que tu dis à la sœur? Noémie, Noémie, la sœur de Cécile, elle est héroïque autant que ma petite sœur Blandine. Elle y laisse une partie de sa vie, elle est en passe d'y laisser sa santé parce qu'elle va mal. Et même là, le gouvernement français ne l'accompagne pas, ne l'aide pas. Et ça, c'est insupportable. Quand Cécile et Jacques seront libérés, il y a sincèrement une partie de moi qui va, j'espère, pouvoir enfin lâcher un petit peu parce que Cécile et Jacques, ils étaient déjà en prison comme moi j'ai été libéré. Quand j'ai été libéré, ça faisait 1 an qu'ils y étaient. Là, ils m'ont dépassé. Ça fait 3 ans et demi qu'ils y sont. J'aurais jamais pensé. Toi, t'as fait 1079 jours. Ouais. Et là, ils en sont à quasiment 200 jours de plus aujourd'hui. Et j'espère que quand ils rentreront, déjà, j'irai pas chercher à les rencontrer. Je serai là pour eux, par contre, à n'importe quel moment. Comme si Olivier Grondeau a eu besoin, et ben, j'étais là. Comme Lénart Monterlo qui est rentré il y a pas si longtemps, après 4 mois, et ben, je suis là. T'as besoin de n'importe quoi, je sais pas ce que je peux t'apporter, mais en tout cas, je suis là. Et Bernard Pellan? Ouais, Bernard, oui, on est toujours en contact. J'étais avec lui cet été. Il se remet à sa façon. Et Olivier Van de Castel, donc qu'on connaît pas en France parce qu'il est belge. Ouais. Je les cite, arrêté le 24 février 2022. Et le Suédois Johan Floderus aussi. Ouais, lui c'est un diplomate aussi et qui Tous a été les mêmes libéré. Pareil, les conditions de libération de Johan, il y a des drôles de coïncidences avec la libération de Nouri en Suède. Donc, un autre terroriste présumé. Il y a contrepartie, il faut arrêter. Il y en a toujours. Le panel est large, mais il y en a toujours. On va parler des grèves de la faim. La première grève de la faim, 35 jours sans manger, vous avez perdu 20 kilos et vous faites à la fin du premier 59 kilos, c'est ça? Ouais, je perds une bonne quinzaine de kilos. 10-15 kilos dans la première. La première dure 35 jours. Vous en faites une deuxième de 106 jours et là vous tombez sous les 50 kilos, ce qui vous vaut d'être en chaise roulante. Ouais, la deuxième grève de la faim sera entamée le 28 janvier 2023. Et là, je dis à Blandine que celle-ci, je ne l'arrêterai pas. Et c'est là qu'elle avertit tout de suite aussi le Quai d'Orsay en leur disant, autant la première, elle a pu avoir un impact pour me demander d'arrêter, autant là, elle sait que je suis dans un tunnel et elle sait que je n'arrêterai pas. Et donc, elle avertit le Quai d'Orsay pour leur dire, là, par contre, là, il a décidé. Il n'y a personne qui l'arrêtera. Le premier mois, 1 litre de lait par jour pour le gras et le calcium, beaucoup d'eau afin de tromper l'estomac, des chais et du café, du jus de tomate pour le sel, histoire d'endommager le moins possible les reins. Vous avez une stratégie. Ouais, j'ai mis en place la stratégie. Je le dis à l'ambassadeur n'essayez pas de me dissuader de ne pas en faire une ou de l'arrêter. Je vous dis juste une chose. Ce sera un marathon et pas un sprint. Vous êtes prêt à mourir à ce moment-là? Je suis prêt à aller très très loin. Mais je ferai parvenir un message à Blandine clandestinement lui disant « T'inquiète ». Pour la rassurer. Ouais. Je vais pas mourir. J'irai très loin. Mais pas jusqu'à J'irai la mort. vraiment à la limite de la limite. Mais je là, vous aime trop fort pour en crever. Mais vous avez pu devenir fou. Parce que vous racontez que ça fait... Non, en fait, c'est la ça. grève de la faim, il y a un moment La grève où de la faim, c'est mental, c'est Mm. pas physique. Mm. Enfin, ça devient physique, évidemment, mais la faim, on ne la ressent plus après 10, 12, 15 jours. Par contre, ça ravage le cerveau. Ouais. Ouais. Ça ravage le cerveau, on ne dort plus. C'est des insomnies sur insomnies. Et c'est ce que je raconte à un moment. Je mange une gaufrette, donc je me défonce à la gaufrette.
pour pouvoir dormir. Ouais. Donc j'ai un peu triché, on va dire. La Libération, 12 mai 2023, il est 19h30, on vous voit descendre de ce jet privé, toujours beaucoup d'autodérision, vous dites je pars en van, je reviens en jet. Ouais. Là par contre, vous attendez d'être dans l'avion, dans l'espace international, et vous refusez à ce moment-là. Là, vous tenez, parce que vous tenez pas en fait, vous refusez d'être en chaise roulante, et là vous êtes shooté au sucre. Racontez-nous. Ouais, c'était une demi-heure avant d'atterrir. On nous dit que les familles sont là, ma sœur sera là, mes parents et des cousins. Et on met, alors Bernard va pouvoir sortir lui-même Co-détenu, vous en parlez tout à l'heure, Bernard Pellan. Ouais, Bernard Felland pourra sortir directement de lui-même. Et moi, on m'explique qu'on va me porter et qu'on va me mettre sur une chaise roulante en bas des marches et qu'on va me rendre à ma famille comme ça. Hors de question. Déjà, vu ma tronche, ça va être assez traumatique pour eux. Vous avez beaucoup minci, grève de la faim, Ouais, moins de 50 kilos. Moins de 50 kilos. Et en fait, je dis non. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a dans l'avion? Vous avez du coca. Je vais me démonter l'estomac une dernière fois. Mais c'est pas grave, on est rentré. Donc c'est 2-3 canettes de coca enfilées, un mug d'expresso complet, bourré de sucre. Et je sais que ça va avoir un effet un peu potion magique pour booster l'histoire d'une demi-heure. Vous avez le masque du sourire, vous forcez à sourire, ça vous fait quoi de revoir cette photo aujourd'hui? Là, c'est pas un sourire, j'ai mal. J'ai C'est un très rictus, c'est pas un vrai sourire, d'accord. mal. Ouais, j'ai très très mal. D'accord, donc c'est pas, si vous riez J'en pas, chie, c'est que vous là. Ok. Vraiment, ouais. Le retour est ultra violent, je n'ai plus rien, le peu que je possède est dans mon van resté là-bas, ma mère va m'acheter des caleçons chez Monoprix. Ouais, on en est réduit à ça. En fait, chacun, c'est encore une fois pour ça, je ne veux pas m'apitoyer sur mon misérable petit sort. Ce que je veux mettre en place pour l'accompagnement au retour des otages, c'est pour éviter ça. Ouais. Chacun va revenir avec ses capacités physiques, On avec va ses revenir au capacités statut d'otage mentales. d'État, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment vous. Vous écrivez que votre libération a aussi été un arrachement. Oui, bien sûr. La libération est un arrachement, autant que l'incarcération en est un. On nous arrache à la liberté pour nous enfermer. C'est un trauma. Et après, suivant les conditions de détention et la longévité de la détention, et en fait, quelqu'un qui fera 3 ans ne sera pas forcément beaucoup plus détruit que quelqu'un qui fera 4 mois. Ça, c'est propre à chacun. Par contre, quand on nous sort de cette cage, de ce dortoir où on a passé, en l'occurrence pour moi, 3 ans, et que d'un seul coup, il y a des nouveaux gens, il y a des nouveaux bruits, l'horizon s'élargit, l'horizon s'étend, il y a de la sollicitation de fou, on prend l'avion, il y a de l'attention, il y a... Ça va trop vite, il y a trop de bruit, il y a trop de lumière. Ça va beaucoup trop vite. Ou pas assez de lumière, vous ne pouvez plus dormir dans le noir au début. Parce Ouais. que comme en prison, racontez-nous, en fait en prison, c'était éclairé, donc vous pouvez plus Alors, dormir je dans sais le pas noir. comment ça se passe dans les autres prisons, en dehors de l'Iran, hein, ou en France notamment, mais l'extinction des feux n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui ne se passera jamais. C'est-à-dire que 3 ans, c'est avec des néons. Vous pouvez nous raconter en quelques mots l'anecdote avec l'ophtalmo? Quand on rentre, on ne se rend pas compte d'avoir été privé de 3 ans et d'avoir été dans une salle pendant 3 ans. Je pense savoir parler persan, par exemple, sauf qu'au final, je parle comme un gangster. Avec un accent. Avec un accent machadi. Je n'ai jamais parlé à une femme en persan. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu une femme non plus. Et ça n'a rien de même de sexuel, finalement. C'est même juste la beauté de voir quelqu'un avec les cheveux lâchés. Je rentre au mois de mai, il fait chaud. Bon, voilà. Et effectivement, l'histoire avec cet ophtalmo, si elle me reconnaît un jour, désolé encore, même si ça n'a pas été méchant, mais elle avait des cheveux bouclés, c'était ample, c'était beau, et à la fin, elle a probablement dû croire au plan drague le plus pourri, parce que je lui dis, mais vos cheveux sont magnifiques. Et je suis parti. Et voilà, c'est tout. Et en fait, ça passe par tant de choses comme ça. Le premier... je suis désolé, le premier câlin avec une personne qu'on apprécie. Il y a une amie qui vient non pas vous faire l'amour, mais qui vient vous faire de la tendresse. Ouais, c'est ce que je dis dans le livre, c'est la langue française prévoit de faire l'amour, mais elle prévoit pas de faire la tendresse. Et comme je disais, il y a même plus rien de sexuel. Certains potes vont me dire, mais putain, ça fait 3 ans quand même. Et je dis, non, mais en fait, vous vous rendez pas compte, juste le contact d'un pot à pot. Ouais. Après 3 ans, je pourrais même pas le décrire. C'est une sensation extraordinaire, vraiment. Sans aucune transition,
7546 mails non lus, vrai chiffre. Ouais. Vous n'avez pas accusé votre situation, vous répondez les impôts, date limite pour vos déclarations d'impôts. Là, vous entrez dans une galère incroyable. Racontez-nous. On rentre dans la double peine du retour. La double peine du système français, où effectivement, on n'est plus dans les cases. On n'existe plus, donc la sécurité sociale est cramée, les impôts nous tombent dessus, enfin en tout cas, en l'occurrence pour moi, me tombent dessus, parce que j'ai pas déclaré depuis quelques années. Il n'y a pas de cases, et on est un pays de cases. Donc quand toutes les cases sont grisées, comment on fait? Et donc c'est toute la bataille du moment. Vous demandez un statut d'otage d'État comme le statut de En fait, otage il y du a terrorisme. quelques facilitations, il y a quelques choses qui sont mises en place pour le statut d'otage de terroriste. C'est ça, qui existe Terrorisme, déjà. pardon. Ouais. Alors, c'est pas un statut qui Ex-otage. existe, hein, Ouais. c'est pas mais c'est des facilitations qui existent, mais c'est pas une loi qui existe. Et moi, la loi qui découlerait avec un guichet unique serait là pour accompagner non seulement les familles pendant la détention, parce qu'elles ont tout autant besoin d'aide. Noémie, elle a dû quitter son boulot pour La sœur de Cécile Colère. pour défendre sa sœur, pour s'occuper de sa sœur. Votre sœur aussi, Blandine, a dû mettre toute sa vie entre parenthèses. En Évidemment. grande partie, en tout cas. Pour vous Évidemment. aider. Il y a un député qui s'appelle Éric Botorel qui vous aide à demander une dérogation au ministre du Travail de l'époque, Olivier Dussopt, pour... Il y avait quelques droits qui étaient encore présents et tout est caduc en fait, suivant la durée de détention. Ce député m'aide à titre ponctuel et individuel et je le remercie grandement. Parce que rien n'est prévu pour votre retour, c'est ça? Voilà. Et encore, j'ai de la chance d'avoir son contact d'un coup, via des potes de potes de potes. Votre sœur fait une cagnotte aussi, pour vous aider financièrement. Ouais, ça c'est auprès des potes et de la famille. Mais pour revenir sur le côté ponctuel et individuel qui m'est octroyé par ce député, je le remercie grandement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ma propre personne ponctuellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les autres en bénéficient. Et dans ma vie, c'est ce que j'ai toujours fait. La porte est fermée, je vais d'abord chercher à l'ouvrir, je passe le premier pied, et le deuxième pied, il bloque la porte pour que tout le monde rentre. D'où le fait que vous voulez un statut d'otage C'est ça. d'État. C'est quoi votre vie aujourd'hui? Vous avez commencé une formation dans l'humanitaire, vous vivez où, faites quoi? Je suis très très vite retourné à l'école, formation dans l'humanitaire qui au final n'aura pas été concluante vraiment pour moi pour des raisons diverses et variées. Je vis à Lyon parce que c'était une évidence d'aller à Lyon puisque ma petite sœur Blandine y habite depuis très longtemps et j'avais envie de ne pas être très très loin. La vie, elle est passée par ce livre déjà qui a été un côté thérapeutique et ça a été un beau projet à quatre mains avec Camille Ansaume que je remercierai Votre jamais co-auteur. assez. Ouais, qui a été extrêmement bienveillante, qui a été d'une force extraordinaire avec moi. De quoi vous vivez aujourd'hui? Comment vous faites pour vivre? De rafistolage pour le moment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Pour le moment, c'est un peu la grande question. Mais je te demanderai des petits conseils pour être chroniqueur. Tu me disais que ton CV à trous faisait un peu peur aux employeurs. Tu peux nous raconter des scènes comme ça? T'as un Mais exemple sans donner de nom et sans jeter Non, l'anathème non, sur les jamais, employeurs. on n'est pas là pour traîner des gens sur la place publique, mais un mec qui n'a pas bossé depuis tant d'années, qui en plus a fait 3 ans otage en prison, à quel moment il va vriller? Tu penses que les employeurs ont peur que tu vrilles? Tu le Ouais, sens je ça? pense. T'as un exemple? Mais je pense que c'est même pareil pour une relation personnelle, voire amoureuse, Ah ouais finalement. Ça fait- Évidemment. Tu mais sens que tu fais peur aux femmes là-dessus? alors, peur, je sais pas, mais en tout cas, mon histoire ne rassure pas, ouais. Mais je peux l'entendre. Alors, en même temps, moi, on a passé une heure ensemble, j'ai l'impression que t'es équilibré, que t'as du recul, que t'as de l'humour. Mais encore une fois, oui. Mais c'est la projection et l'interprétation aussi qui est toujours beaucoup là. T'as un exemple Au d'un même employeur, j'insiste là-dessus, récemment, t'as postulé à une offre et le mec t'a dit non? J'ai eu quelques entretiens. Sur 3 ans d'entretien, il y a 2 heures qui ont été consacrées à l'Iran. Ouais. C'est normal, en même temps. Bien Toute la sûr, France te connaît je comme suis- ça. Mais je suis pas... En fait, c'est... À l'heure actuelle, je suis plus vraiment Benjamin Brière. Ouais. Je suis l'ancien otage en Iran. Bien sûr. Voilà. Je n'en veux pas. Et ça t'empêche d'avoir un travail aujourd'hui, ça? Ça peut. Ouais, clairement, ça peut. Ça se comprend. Je n'en veux pas. Et puis je viens d'avoir 40 ans, et puis j'ai pas forcément le réseau en France, puisque j'ai habité très longtemps à l'étranger. Par contre, il n'y a aucun employeur qui m'a demandé à aucun moment, mais niveau pression, pourrait résister.
testez-moi. On va finir par une petite annonce. Tu vends un van, je crois. Ouais, alors pour l'instant, je l'ai toujours. C'est un peu le cul entre deux chaises de... Ouais, ce serait bien de le vendre. À vendre, Mercedes Sprinter 2002, 316 CDI. Je sais pas ce que ça veut dire VASP. C'est une homologation comme quoi c'est un véhicule de loisir. 245 000 km. Ouais. Tu vends pas le drone, tu le gardes. Non, Contrôle technique, celui-ci, mai c'est une pièce 2024. historique, là, il faut le garder. Bon. Peut-être que je le revendrai. Comment tu l'as récupéré d'ailleurs, outre la petite blague? Bah pareil, ça a été la décision de l'État français, que une fois de plus, je remercie, mais qui aurait été une décision à discuter ensemble parce que discutable. Le van est revenu dépioté. Dépioté, c'est-à-dire en kit? Bah, les kits les services de renseignement iraniens ont bien été inspectés dans les moindres recoins en démontant la garniture, etc. Ils n'ont rien trouvé. Il n'y a plus de vitres, il y a la carrosserie qui est complètement déglinguée, le van qui n'a pas bougé depuis 3 ans, il y a toute une mécanique à refaire. Ok. Moi, j'ai pas les fonds pour faire tout ça. Et puis, l'État français se targuera de m'avoir ramené mes affaires, Ouais. inclus mes vêtements. Ouais. Sauf que tout est bouffé par les mythes, en fait. Donc, en fait, la plupart des affaires, si ce n'est la quasi-totalité, est revenue pour être jetée. Donc, voilà, c'est merci, mais on aurait pu en discuter. Azadi, 1079 jours, otage en République islamique d'Iran. Chez Robert Laffont, c'est un récit drôle, tendre, plein d'autodérision, bouleversant et très fort. Ça avait beaucoup de sens vraiment pour moi de te recevoir. Merci d'avoir Merci accepté à toi, l'invitation de Pour Info. Merci. Vous nous retrouvez évidemment, on attend vos commentaires, on attend vos partages. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à très bientôt dans Pour Info.